7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jean Messia. Bonjour. J'ai presque envie de repasser la musique pour vous voir danser dessus. C'est une musique très dansante, mais qui est une musique qui reflète, je crois, l'âme orientale. Donc c'est très beau, c'est très mélodieux, et le matin, comme ça fait du bien. Alors on avait pris l'habitude, Jean Messia, de vous recevoir en tant que chroniqueur, et aujourd'hui nous vous recevons en tant que candidat aux élections européennes, en 8e position sur la liste de Marion Maréchal pour Reconquête. C'est presque un retour aux sources. Pourquoi avoir pris cette décision après avoir quitté Reconquête pendant l'élection présidentielle ? Enfin après. Vous savez, moi j'ai toujours eu pour fil d'Ariane dans mon combat et dans mes convictions la défense de la France. Parce que depuis des dizaines d'années, j'ai 53 ans aujourd'hui, j'estime que je dois rendre à la France ne serait-ce qu'une partie de la dette morale que je lui dois. Je ne fais pas carrière en politique, je ne fais pas carrière dans les médias, je défends ce que j'ai reçu, ce que j'ai acquis, ce que je suis devenu grâce à l'assimilation. Et ce combat a pu prendre des formes extrêmement variées tout au long de ma carrière. La défense de la France a d'abord été une défense administrative, puisque quand j'ai choisi de préparer et de réussir le concours de l'ENA, j'avais à cœur de servir la France à travers son État. Et donc j'ai effectivement exercer un certain nombre de hautes responsabilités dans la fonction publique de l'administration centrale d'État, mais aussi de l'administration internationale, où je représentais la France. Ensuite, j'ai eu à cœur de défendre la France à travers le combat partisan, le combat politique, en m'engageant au Rassemblement national à la fin de l'année 2015. J'en suis parti en 2020. J'ai fondé l'Institut, à l'époque Apollon, devenu Vivre Français, parce que j'entendais mener le combat politique des idées, un combat métapolitique pour essayer d'être un peu le think tank du camp national, pour fournir des briques programmatiques dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Je me suis engagé par la suite aux côtés d'Éric Zemmour pour la présidentielle de 2022, parce que j'estimais que c'était mes convictions, c'était le parti qui représentait, qui reflétait le plus mes convictions. Ensuite, j'ai mené le combat des idées au plan médiatique, et ça ne vous a pas échappé que pendant 2 ans, j'ai mené ce combat sur les différents plateaux et dans les différents médias, jusqu'à ce que l'Arcom, sur ordre de l'Élysée, me censure pour m'éviter de réveiller les Français de par mes paroles et de par mes analyses et de par ma voix, de leur léthargie identitaire. Donc ce système, en me muselant en quelque sorte, pensait m'enterrer. Et comme le dit le proverbe sud-américain, il ne savait pas que j'étais une graine. Et donc, comme je n'avais pas l'intention de me carapater et de disparaître et d'arrêter de défendre la France simplement parce qu'on m'interdisait de le faire sur les plateaux télé, j'ai repris le cheval, si je puis me permettre, de la politique partisane, de la politique de terrain, pour continuer envers et contre tous, cette défense de la France qui m'est si chère et qui est si chère à mon cœur. Ouais. Ce bras de fer avec l'Arcom là, que vous venez d'évoquer, ça ne va pas s'arranger là, avec votre candidature? Non, mais de toute façon, vous savez, j'en ai fait mon deuil. Oui. Parce que, en fait, l'Arcom n'est qu'un des maillons de la chaîne du système antinational qui fait preuve d'une cohérence et d'une homogénéité qui fait peur. C'est-à-dire que lorsque j'ai attaqué la décision de l'Arcom au Conseil d'État au motif que cette décision me privait de revenus, parce que pendant 2 années, j'étais devenu chroniqueur télé, donc c'était mon activité professionnelle, et que le Conseil d'État ose dire que le fait d'être totalement privé de revenus n'est pas en soi un motif d'urgence, et que le fait d'être privé de la parole publique n'était pas en soi une menace sur une liberté fondamentale, j'ai tout de suite compris, si vous voulez, que les choses n'allaient pas s'arranger. Après, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que les conseillers d'État vont grenouiller dans les autorités administratives indépendantes, dont l'Arcom. Donc ils s'efforcent, quand ils sont au Conseil d'État, de ne pas être trop méchants avec l'Arcom, parce que c'est aussi là où ils peuvent continuer, voire finir leur carrière. Donc tout ce petit monde se tient par la main. Et en fait, j'ai découvert à cette occasion, en tirant un peu le fil de cette belote, qu'il n'y a pas d'état de droit,
que l'état de droit était devenu l'état de leur droit, pas d'une autre en tout cas. Alors Jean Messia, vous êtes connu pour votre franc-parler. Je voudrais réécouter une séquence avec vous. C'était sur TPMP face à une femme qui portait le voile. On écoute. On écoute dans un petit instant. On n'écoute pas. Bon, vous vous souvenez de cet épisode? Bien sûr, qui ne s'en souvient pas. Qui ne s'en souvient pas ce soir. Alors, j'ai plus les propos en tête. On a plus le sonore, mais je ne m'habille pas en. Alors, en fait, il faut, quand on décortique un peu, parce qu'évidemment, sur le. Voilà, si vous voulez, quand vous êtes sur le plateau, vous n'entendez pas clairement tout, parce que c'est un plateau qui. Voilà, c'est un plateau très intéressant, parce que très animé, très vivant. Voilà. Mais quand on réécoute la séquence. Cette femme voilée, qui porte le doux nom de Sokaina, elle commence par me dire « Vous avez une tête d'arabe ». Oui. Non mais est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte que si n'importe qui d'autre... si vous l'aviez dit vous, à l'inverse... Même moi, qui pour le coup a une tête d'oriental, si j'avais dit ça à un représentant de la diversité, j'aurais eu un procès pour comment dirais-je, incitation à la haine ou injure raciste. Là, rien. Rien. C'est comme si il y avait des immigrations contre lesquelles toute haine et toute détestation et toute outrance était autorisée. Et ça, c'est l'immigration qui est assimilée et qui ressemble à la France. Mais derrière la haine de cette immigration assimilée, il y a la haine de la France. C'est-à-dire que ceux qui haïssent la France haïssent aussi tout ce qui lui ressemble. Et je vais vous dire quelque chose. Ils haïssent même peut-être ceux qui ressemblent à la France, parce que comme me disait un ami de l'ENA il y a 20 ans, il me disait le système te détestera plus qu'un Français de souche parce qu'il estimera que toi, tu avais le choix. En gros, tu aurais pu te mettre dans le cheptel de l'immigration haïssant la France, or tu fais le choix de rejoindre ceux qu'ils haïssent le plus. Donc tu seras encore plus haï qu'eux. Vous comprenez? Donc ça, c'est la première séquence. La première séquence, c'est vous avez une tête d'arabe. Hallucinant. Hallucinant. Qui dit ça sur une télé? Pour avoir dit moins que ça, j'ai eu droit à 25 tweets d'Apathy en 48 heures. D'accord, mais là, Jean-Michel Apathy, il était aux champignons, là, on ne l'a pas entendu. Bon. Après, cette jeune femme se plaint de discrimination. Alors, elle fait le distinguo entre le racisme dont seraient victimes les minorités entre guillemets racisées. J'ai horreur de ce mot, mais utilisons-le pour des raisons pratiques. Mais elle considère que dire à quelqu'un sale blanc, sale gouer, sale français, ce n'est pas du racisme. C'est juste de la discrimination. Et donc, elle se plaint d'être discriminée. Donc, quand elle me dit que j'ai une tête d'arabe, je lui dis, écoutez, moi, je suis habillé comme un Français. Et à cet égard, je peux vous dire que plus je m'assimilais à la France, moins j'étais discriminé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Quand le processus d'assimilation, parce que dans le mot identité, il y a le mot identique. Alors, identique, bien sûr, je ne vais jamais devenir un grand blond aux yeux bleus. Vous avez compris, l'assimilation a quand même des limites de ce côté-là. Mais quand on ressemble identitairement à un pays, qu'on en adopte les codes, la langue, la culture, la manière de vivre, d'être, de penser, en fait, le pays vous considère comme un de ses enfants comme un autre. Et donc, vous n'êtes plus discriminé. Par contre... Vous ne pouvez pas cultiver votre propre différence en vous habillant différemment, en parlant différemment, en vous comportant différemment, et venir ensuite, au lieu de constater que c'est vous-même qui vous discriminez par rapport au pays, vous venez reprocher au pays de ne pas vous accepter dans votre différence que vous vous acharnez à exacerber. Donc moi je lui ai dit, vous êtes habillé comme une bédouine du 8e siècle, habillez-vous normalement. Parce que moi, je ne suis pas habillé comme... C'est ça qui a fait polémique. C'est ça qui a fait polémique, mais objectivement... Enfin, excusez-moi, on me dit que ce sont des propos islamophobes, etc. Depuis quand défendre l'identité de son pays, combattre l'islamisation d'un pays qui n'est pas musulman à la base, en quoi ça serait islamophobe? Est-ce que combattre l'évangélisation du Maghreb, ça serait christianophobe? Est-ce qu'un Marocain qui combattrait, je ne sais pas, des congrégations protestantes et un peuple chrétien présent abondamment et massivement sur son territoire, qui entend changer le visage identitaire du Maroc, si un Marocain défend l'identité islamique et arabe de son pays, est-ce qu'on dirait qu'il est christianophobe? Oui, non, mais c'est toute la difficulté de notre combat, en fait. Exactement. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ce franc-parler dont on parlait tout à l'heure puisse nuire un petit peu au débat politique, ou pas du tout? C'est votre caractère, de toute façon. Non, mais attendez, bien sûr que ça nuit au débat politique. Ça nuit, effectivement,
au petit confort capitonné des salonnards qui rêveraient, si vous voulez, d'un monde aseptisé où le réel serait confit, serait enrobé, où on n'aurait pas le droit de dire les choses telles qu'elles sont, mais plus telles qu'on aimerait qu'elles soient. Ils rêvent d'un monde qui ressemble à celui de Delphine Ernotte, qui disait « Nous ne sommes pas là pour traiter de la France telle qu'elle est, mais de la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. » Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, mon combat, c'est effectivement d'avoir un franc-parler, c'est-à-dire, en fait, moi, je ne fais que mettre des mots sur les réalités. C'est pas parce que vous allez tirer sur celui qui formule la réalité que ça va faire disparaître la réalité qui est formulée. Vous comprenez ? Donc moi, quand je parle et quand je donne des formules crues et quand je donne des formules brutes, je n'ai qu'un seul et unique objectif, c'est par ces formules qu'elles soient autant d'électrochocs pour réveiller ce grand corps français qui est dans un processus d'euthanasie, qui est dans un processus de sédation identitaire profonde et continue, à qui on a branché tout un tas de tuyauteries pour le faire disparaître, la tuyauterie de l'immigration massive, la tuyauterie de l'islamisation, la théorie de l'européisme, et tout ça, le corps français, il est atone, il est amorphe, vous comprenez ? Et donc, toute personne en France qui prétend réveiller ce grand corps national français endormi, on lui tire dessus à boulet rouge. On dit non, laissez-le dormir, vous êtes en train de contrecarrer notre plan euthanasique. Eh bien, je continuerai à contrecarrer ce plan euthanassique parce que je n'ai qu'une seule et unique ambition, c'est que vive la France. Jean Messia, pour le moment, la liste de Marion Maréchal plafonne à 6, 7, 8% selon les jours et les sondages. Vous êtes en 8e place, une place incertaine. Donc, je vous pose la question franchement, est-ce que vous auriez pu vous rabattre sur le Rassemblement national, par exemple ? Non, parce que comme je vous le disais en exergue à mon propos, le Rassemblement national aujourd'hui ne me semble pas refléter mon idée de la France et mes convictions. Vous savez, j'ai posté une séquence hier sur Twitter où, lorsque Samuel Paty a été décapité, j'avais dit que ce n'était pas l'œuvre d'une unité terroriste, ce qui était vrai, c'était l'œuvre d'un musulman en colère. En colère à cause de ce qu'il croyait être une provocation, une insulte à l'islam par les caricatures que le malheureux professeur avait eu l'outrecuidance de présenter dans sa classe pour faire œuvre de pédagogie. Et quand Marine Le Pen avait été interrogée à ce sujet au cours du grand jury, le même que celui dont je vais vous parler dans une minute, elle avait dit « ce n'est ni ma position, ni celle du Rassemblement national ». Donc si vous voulez, le problème du Rassemblement national, me semble-t-il, c'est qu'il entre dans la même phase dans laquelle sont entrés les deux grands partis qui ont gouverné la France avant lui. Rappelez-vous que pendant les années 80 et 90, le Parti socialiste a progressivement jeté par-dessus bord tout son héritage de lutte sociale pour les ouvriers français. La droite, dite de gouvernement, elle, progressivement, a jeté par-dessus bord tout son combat pour la souveraineté, rappelez les grands combats gaulliens, pour la souveraineté et l'identité de la France. Eh bien, le Rassemblement national, avec un décalage de 2 décennies, eh bien, est en train d'entrer exactement dans ce même couloir abandonnique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2017 ? C'était pas il y a 30 ans, hein. C'était il y a 6 ans ou 7 ans. Bon. Le Rassemblement national était contre le mariage pour tous. Et tout ce qui concerne le progressisme sociétal, la GPA, la PMA, etc. Le Rassemblement national était pour une sortie du nucléaire. Le Rassemblement national était pour une sortie de la CEDH. Le Rassemblement national était pour une sortie de l'Union européenne, une sortie de l'euro. Que reste-t-il ? Et le Rassemblement national prétendait à l'époque que l'islam n'était pas compatible avec la République et croyait dans le grand remplacement qui pour lui était à l'époque une réalité. Quand vous écoutez le discours du Rassemblement national sur les grands môles programmatiques que je viens de vous synthétiser à l'instant, qu'est-ce qu'il en reste ? L'islam est devenu compatible avec la République, il faut relancer le nucléaire, nous ne sortirons pas de la CEDH, nous ne sortirons pas de l'Union européenne, nous ne luttons pas contre l'islamisation et le grand remplacement, c'est une théorie complotiste d'extrême droite. Donc en fait, si l'on s'en tient, si vous voulez, aux idées, le Rassemblement national est aujourd'hui devenu, et j'attire
l'attention des électeurs du Rassemblement national là-dessus, est devenu le parti du renoncement national. Et en cela, il a suivi exactement la même pente que les deux grands partis, et c'est aussi pour ça qu'il arrive à faire des scores aussi importants, parce qu'il est adoubé par le système. Quand vous voyez des Jean-Michel Apathy défendre Marine Le Pen, mais c'est le comble de l'ironie. Donc moi, si vous voulez, mon combat, c'est pas d'avoir un poste de député ou d'avoir un poste de ministre, etc. Mon combat, c'est un combat pour mes idées, pour la grande et belle idée que j'ai de la France. Je n'ai ni envie que la France devienne un pays musulman, je n'ai ni envie que la France devienne un pays, comment dirais-je, arabo-africain. Je n'ai pas envie que la France, en tout cas la souveraineté de la France se réduise à des moignons qui signent son incapacité à régler ses problèmes souverainement. Je n'ai pas envie de ça. Donc je défends la France dans le seul parti qui, lui, continue à être droit dans ses bottes. Et je vous invite vraiment à regarder cette séquence que j'ai postée sur Twitter. Vous allez voir la différence entre un camp national, entre guillemets, qui renonce, qui s'aplatit, qui est tétanisé par la gauche médiatique à qui il veut donner des gages, et l'autre camp national, celui aujourd'hui représenté par Éric Zemmour et Marion Maréchal, qui reste droit dans ses bottes, qui défend ses idées, qui n'a pas peur des oukases médiatiques, et qui est droit dans ses convictions. Et moi, c'est ce que j'adore. En 3 minutes, Jean Messia, avant le bulletin d'actualité, vous avez parlé de souveraineté et d'identité de la France. Comment vous analysez la place de la France dans l'Europe aujourd'hui ? Je pense que la place de la France dans l'Europe aujourd'hui, elle est à l'image de celle que veulent lui donner nos élites qui gouvernent. C'est-à-dire que lorsque nous avons depuis une quarantaine d'années un système dirigeant la France qui est un système antinational, qui part du postulat que la France est un petit pays qui ne peut plus rien faire tout seul, qui part du postulat que sans l'Europe, la France n'est rien. Pour résumer, en fait, les autres pays ne raisonnent pas comme ça. Regardez l'Allemagne, par exemple, ils obtiennent tout, même en restant dans l'Europe. Et c'est là où je vous dis que sur ces 30 ou 40 dernières années, pendant que nos élites françaises construisaient l'Europe, l'Allemagne, elle construisait l'Allemagne. Ouais. Donc, moi, j'en appelle aussi aux Frexiteurs. Pourquoi frexiter ? Pourquoi se tirer et se carapater ? Que diantre ? La France, c'est la France. Qui peut croire un instant que lorsque nous aurons à la tête de la France un pouvoir national, véritablement national, dont le combat est l'intérêt supérieur de la France, et qu'il ira en Europe dire « je ne veux plus de répartition de migrants », je veux pouvoir surveiller mes frontières. Je veux pouvoir avoir une politique économique pour favoriser nos entreprises nationales et pour favoriser les circuits courts, pour favoriser notre agriculture. Est-ce que vous croyez que des bureaucrates grissales de Bruxelles vont lui dire « ah ben non, mais non, vous ne pouvez pas faire ça ». Et à supposer qu'ils nous disent « vous ne pouvez pas faire ça ». Si on leur dit « oui, on va le faire », qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez, on pourrait reprendre une phrase célèbre, hein, l'Union européenne, combien de divisions ? Qui peut s'opposer à la souveraineté d'une France dont le pouvoir sera redevenu souverain et dont le pouvoir aura pour boussole l'intérêt supérieur de notre nation ? Il y a vraiment que des gens qui n'ont plus de boussole nationale à l'intérieur de leur esprit, pour qui ça ne marche pas. Et donc, vous savez, les socialistes et la gauche avaient à cœur pendant des années les nationalisations. Je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu de nationaliser nos élites. Écoutez, on va poursuivre ensuite cet entretien juste après le bulletin d'actualité. Un peu avant 9h, ça nous permettra d'amorcer les autres sujets qu'évoquera Marie Falicon. Donc il est 8h59, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Marie Falicon, je vous donne la parole. Et oui, je vous emmène à Gaza puisque la bataille des Européennes se joue aussi sur fond de conflit israélo-palestinien. La France insoumise a placé Gaza au cœur de sa campagne. Est-ce que, Jean Messia, l'importation de ce conflit sur le sol français et plus largement européen vous inquiète et parleriez-vous de récupération électoraliste ? C'est vrai que ça peut paraître étonnant, cette surmédiatisation d'une guerre qui pourrait être dramatique et lointaine. Je veux dire, pourquoi on ne parle pas, je ne sais pas moi, de la guerre dans certains pays africains ou de la guerre qui se déroule en Birmanie ? Parce que tout simplement, nous avons en France, et c'est aussi, le double effet qui se coule du grand remplacement, c'est que nous avons effectivement une Oumma
islamique qui a cultivé l'une de ces tentacules en France, puisque nous avons effectivement des millions de musulmans en France qui se sentent plus concernés par ce qui se passe pour leurs frères, entre guillemets, à Gaza, que par ce qui se passe en France, d'une certaine façon. Et à cet égard, je voudrais quand même dénoncer cette grande tartufferie, cette grande hypocrisie de la France insoumise. Rappelez-vous, la France insoumise, quiconque osait parler d'identité française ou de problèmes sécuritaires ou migratoires, on vous disait... Ne parlez pas de ça, les Français ne sont pas du tout intéressés par les questions identitaires, ce n'est pas leur priorité, la priorité c'est le pouvoir d'achat. Mais alors si la priorité du pouvoir d'achat, pourquoi vous parlez de l'identité de Gaza ? Parlez du pouvoir d'achat. Vous comprenez le... Et donc en fait, c'est là où on découvre finalement la gigantesque escroquerie qu'est la France insoumise. La France insoumise, en fait, elle n'est pas rétive et elle n'est pas allergique à la question identitaire. Elle est allergique à la question identitaire française. C'est pas la même chose. La question identitaire palestinienne, ça ne la dérange absolument pas. La question identitaire islamique, ça ne la dérange absolument pas. Et donc, en fait, la France insoumise fait campagne auprès des identités, en tout cas auprès du peuple alter-identitaire qui a fait souche en France. Et acte par la même occasion l'existence d'un peuple qui est défini par sa religion, d'accord ? Cette religion qui le rend encore une fois plus solidaire de conflits lointains que des souffrances françaises. Et c'est là-dessus que la France insoumise mène campagne. La France insoumise ne s'intéresse plus à la France insoumise n'est plus un parti français. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on ne comprend pas encore, la France insoumise, c'est qu'une fois que le grand remplacement aura été parachevé, il n'y a plus aucune raison que les nouveaux peuples que la France insoumise entend représenter acceptent des Jean-Luc Mélenchon, des Mathilde Panot, des Thomas Portes. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, ça va être exit Jean-Luc et bonjour Mohamed. D'ailleurs, ça a déjà commencé dans des villes comme Stein, partout où le grand remplacement est achevé, il n'y a plus de représentants français. Ce sont les peuples qui choisissent leurs propres représentants, c'est-à-dire des représentants qui leur ressemblent. Donc, en fait, ce que ne comprend pas la France insoumise, c'est qu'elle-même, de par le combat qu'elle mène, elle-même mène le combat de sa propre euthanasie. Et justement, sur cette question d'identité, Reconquête va prendre le contre-pied de Jean-Luc Mélenchon en défendant Israël et parle d'une guerre de civilisation qui se joue au Moyen-Orient. Est-ce que vous êtes d'accord avec le parallèle selon lequel l'État hébreu représente l'Occident et le Hamas palestinien représenterait cette même menace islamiste que nous connaissons sur notre sol ? Moi, je crois, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui une idéologie totalitaire, une idéologie tyrannique, qui est celle de l'islam politique, qui est celle de l'islam radical. Je connais suffisamment le Moyen-Orient et suffisamment l'histoire des pays arabo-musulmans pour vous dire que la veine jugulaire qui alimente à la fois le Hamas, mais aussi l'État islamique et toutes les congrégations terroristes ou djihadistes, c'est une seule et même idéologie, c'est l'idéologie des frères musulmans. C'est l'idéologie qui est née en Égypte à la fin des années 20, en 1927, sous la plume de Saif el-Islam Hassan el-Banna, dont l'arrière-petit-fils est Tariq Ramadan, et qui prétendait effectivement commencer par la base de la société pour réislamiser progressivement jusqu'au sommet. Ensuite, la théorie qui était au départ uniquement nationale de el-Banna s'est trouvée internationalisée par un grand philosophe et doctrinaire islamique qui s'appelle Sayyid Qutb à la fin des années 50 et au tout début des années 60, et qui a été justement condamné à mort et pendu par Nasser pour atteinte à la sûreté de l'État. Et ce Sayyid Qutb voulait en fait exporter la révolution islamique des frères musulmans. Bon. Donc si vous voulez, pour répondre à votre question, je suis parti un peu de loin, mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Nous avons la même idéologie qui a perpétré le 7 octobre, c'est-à-dire celle de l'islam radical, c'est la même qui a rafalé au Bataclan, qui a écrasé à Nice, qui a tiré sur les terrasses. Tout ça procède exactement du même corpus idéologique de l'islam politique et de l'islam radical. Donc selon une vieille maxime, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Lorsque Israël subit les attaques affreuses du 7 octobre,
ça nous rappelle et ça nous a tous rappelé le Bataclan. Ça procède exactement du même mode opératoire. On y a entendu exactement les mêmes choses. Les Allahu Akbar, les jubilations des populations qui comment dirais-je, dont les fils ont perpétré ces massacres. Et donc, effectivement, nous avons tendance à faire d'Israël notre allié parce qu'Israël est attaqué par la même idéologie que nous. C'est pour ça que je dis, lorsque cette idéologie identifiée, ceux qui en France continuent à soutenir l'idéologie qui a frappé la France, doivent être traités comme des traîtres à la France, doivent être traités comme des félons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, eux, ils s'en sortent en vous disant « Oui, mais l'attaque du 7 octobre, elle doit être reprise dans un contexte plus général de l'occupation, etc. » Mais attendez, la solution à 2 États que ne cesse de beugler la France insoumise et un certain nombre de personnes en France, elle a existé en 47-48. Le plan de partage de l'ONU, c'était quoi? C'était un plan de partage de la terre, grosso modo moitié-moitié, avec un léger avantage pour les populations juives, mais qui aurait pu se régler, cette inégalité de départ aurait pu se régler par les négociations, s'il s'agissait de grappiller 2 ou 3% pour arriver à une égalité stricte. Ils ne l'ont pas voulu. Les Palestiniens, de concert avec les pays arabes, ont déclaré la guerre à Israël et ont dit on veut pas de plan de partage, on ne veut pas de 2 États. Nous, notre objectif, c'est de bouter tous les Juifs à la mer et de tout récupérer. Bon, ils ont mené 4 guerres et ils ont perdu. Vae victis. Qui demande aujourd'hui aux Turcs et aux Ottomans qui ont renversé l'Empire romain d'Orient en 1453, qui ont transformé Constantinople en Istanbul et la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée, qui aujourd'hui se bat pour avoir 2 États, un chrétien et un musulman en Turquie? Qui aujourd'hui se bat pour que la Turquie rende Sainte-Sophie ou rebaptise Istanbul, Constantinople? Pourquoi, lorsque c'est l'islam qui conquiert, qui soumet et qui a servi, il faut considérer que ces victoires sont définitives et il ne faudrait surtout pas venir contester sous peine d'être accusé d'islamophobie, alors que là où l'islam et les arabo-musulmans perdent, il faudrait considérer que leur défaite est temporaire et il faudrait contester les positions acquises par la guerre. C'est comme ça, malheureusement, des civilisations entières ont disparu. La civilisation copte, la civilisation phénicienne, tout ça a été islamisé, arabisé, et personne n'est jamais revenu dessus. Donc ce que les arabo-musulmans imposent aux autres, il faut qu'ils acceptent aussi parfois qu'ils perdent. Bon, en Israël, ils ont mené 4 guerres, ils ont perdu, vae victis. Et vous parliez des frères musulmans, justement, est-ce que la lutte contre le frérisme est aussi un enjeu non seulement pour la France, mais en fait pour toute l'Europe au 9 juin prochain? C'est capital, mais vous savez, ça c'est le grand paradoxe, si on veut recentrer le débat sur l'Europe, c'est le grand paradoxe de l'Europe. C'est-à-dire que nos élites nous ont vendu depuis une 40aine d'années l'idée que l'Europe était un accélérateur de la puissance et un accélérateur de la protection des nations. C'était une grande et belle idée à ce moment-là. Si effectivement, en cultivant ces idées nationales, l'Europe avait cultivé une forme d'identité européenne qui serait la zone grise de tout le pot commun de la civilisation européenne qui est distillée dans chaque nation. L'idée européenne eût été magnifique. Mais là, le problème, c'est que cette Europe a été construite par des gens qui ne croient plus dans les nations. Donc comment voulez-vous qu'ils fassent à l'échelle européenne ce pourquoi ils ont déclaré forfait à l'échelle nationale? Jamais de la vie. Ils ont organisé, la faillite des nations, la destruction des identités, la destruction des souverainetés au niveau national, et ils entendent pour le coup accélérer ce processus de destruction par l'Europe. C'est bien ça le grand malentendu européen. L'union ne fait la force que lorsqu'on a déjà des forces à la base. Mais une somme d'impuissance n'a jamais fait une puissance. Et donc le projet porté par Marion Maréchal et par Éric Zemmour au sein de l'Europe, c'est précisément celui-là. C'est de commencer par réhabiliter la notion d'identité nationale, la notion de souveraineté nationale. Et à charge pour l'Union européenne de transformer son logiciel en une union non pas qui brade, non pas qui détruit, non pas qui facilite l'invasion et l'islamisation, mais à contrario, qu'elle accélère au niveau européen ce que des nations redevenues nationales tentent d'imposer. Voilà la grande différence entre les projets gaucho-progressistes de nos adversaires et le nôtre. Alors on va parler actu un petit peu, Jean Messia, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez regardé l'Eurovision ?
Oui, enfin par éclipse parce que c'est quand même c'est chaud. Hein. C'est dur. Hein. Ouais. Alors on savait la dimension politique que pouvait avoir cet événement, on sait l'influence de certains lobbies, mais cette année, l'Eurovision a été marquée par les huées, les sifflements, les Free Palestine lancés par le public, l'attitude de certains artistes également à l'égard de la chanteuse israélienne, ce qui a suscité une mobilisation considérable des votants dans plusieurs pays qui, contrairement aux jurés, ont attribué de nombreux points à cette chanteuse israélienne. Comment vous analysez tout ça ? Vous savez, c'est vraiment l'Eurovision et ce qu'il y a derrière aujourd'hui est devenu une véritable aporie, c'est-à-dire une impasse logique. Comment vous pouvez hurler Free Palestine avec des slogans qui effectivement sont très amasso-complaisants, tout en applaudissant des drag queens, des transsexuels, des hommes enceints, etc. Enfin, l'intersectionnalité des luttes, c'est devenu une sorte d'antagonisme très paradoxal entre un islam radical qui plante ses références partout, et ce qui est antipodique au combat islamique, c'est-à-dire justement ce que l'islam considère comme des perversions, c'est-à-dire l'homosexualité, le transgenrisme, la GPA, etc. Vous savez, un musulman pratiquant ferait passer un catho tradi pour un progressiste sociétal. Donc là où la gauche bien pensante a à cœur de dire « Ah, mais les cathos tradis sont contre le mariage pour tous, etc. » Mais attendez, mais c'est rien par rapport à ce qu'est l'islam, par rapport à ces questions-là. Oui. Donc si vous voulez, quand un parti politique fait un tel grand écart entre la défense d'un obscurantisme moyenâgeux, haineux de certaines minorités, et de l'autre côté, l'exaltation de ces minorités sexuelles, il y a quand même un problème. Ouais. Et je crois, si vous voulez, que pour vous répondre directement sur la question de l'Eurovision est devenue une espèce de vitrine de la déchéance occidentale. Ni plus ni moins. C'est quand même incroyable, si vous voulez, que... en plus, c'est diffusé quand même à 1 heure de grande écoute. Il peut y avoir des enfants, mais ça étonne qui quand vous avez sur le service public, et d'ailleurs je l'ai dénoncé là encore sur les réseaux sociaux, à 20h30 avant-hier, juste après le journal télévision de France 2, vous aviez une publicité qui s'appelle Queens sur Mer, où vous avez une grande drag queen qui explique ses rapports avec sa maman qui est déguisée. Alors c'est absolument invraisemblable, parce que là encore c'est un autre paradoxe. On nous prend la tête avec les préjugés de genre. Donc on vous dit, non, il faut faire jouer les petits garçons avec des poupées, et il faut faire porter des cartables bleus aux filles parce qu'il faut lutter contre les préjugés de genre. Mais quand les drag queens se déguisent en femmes, ils en prennent les attributs les plus caricaturaux. Ouais. C'est-à-dire avec des ongles en forme de katana japonais, vous voyez, des sourcils grosses comme des forêts amazoniennes. Enfin, vous voyez, c'est le maquillage, j'en parle même pas, une peinture de Van Gogh, mais en plus moche. Et ça, c'est censé représenter la femme. Donc je comprends pas, est-ce qu'on lutte contre les préjugés de genre, ou est-ce qu'au contraire, on est dans le fanatisme du préjugé de genre? Donc tout ça est complètement fou. Je crois que nous sommes aujourd'hui arrivés au stade terminal de la putréfaction de l'idéologie qui nous gouverne, qui est à la base l'idéologie 68arde, oui. C'est-à-dire le bon plaisir, le bon vouloir, le totalitarisme individualiste, le totalitarisme de l'individu, et qui donne, si vous voulez, qui enfante une société psychotique. Psychotique. Voilà. Et donc, moi, je veux que la France reste la France. Alors après, que les gens cultivent leurs différences, leurs préférences, leurs orientations personnelles, moi je n'y vois aucun inconvénient. Je suis un fervent partisan de la liberté individuelle, mais il y a quand même un pas entre ce qui relève de la liberté individuelle et la publicité à grand renfort de tous les grands médias de ces préférences et de ces orientations sexuelles qui ne sont pas majoritaires. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, le grand paradoxe, c'est qu'en France, la seule minorité qui n'a plus aucun droit, c'est la majorité. C'est intéressant ça. Jean Messia, dernière question. Votre définition de la civilisation européenne?
La civilisation européenne, c'est une civilisation, enfin il y a eu beaucoup de définitions, notamment celle du général de Gaulle, c'est une civilisation qui est à la fois gréco-romaine, qui a été irriguée par le christianisme, mais le christianisme lui-même, avec l'Ancien Testament, est issu aussi du judaïsme. Donc c'est pour ça qu'on parle de civilisation judéo-chrétienne. Il faut jamais oublier que selon l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus-Christ descend de la lignée de David. Donc il y a une vraie continuité. En fait, aujourd'hui, en tout cas, la civilisation européenne, c'est la laïcisation de tous les grands apports de ce que Chateaubriand a appelé le génie du christianisme. C'est-à-dire les libertés individuelles, les libertés publiques, la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, tout cela prend sa racine dans le christianisme. Et j'en veux pour preuve que nulle autre région au monde, nulle autre civilisation au monde n'a atteint ce degré de modernité humaine et de respect du droit humain que la civilisation européenne, occidentale, judéo-chrétienne. Alors vous allez me dire, non, regardez, le Japon est une démocratie, la Turquie aussi est une démocratie, et l'Inde est, paraît-il, l'une des plus grandes démocraties du monde. Mais, excusez-moi, le Japon, il a fallu 2 bombes atomiques pour le convertir à la démocratie, excusez du peu. La Turquie, c'est la dictature d'Atatürk qui a entendu justement importer la civilisation européenne en Turquie jusqu'à latiniser l'alphabet turc. Et l'Inde, évidemment, c'est la colonisation britannique et l'irrigation d'une société indienne qui était, compatible avec l'habeas corpus de la Grande-Bretagne. C'est grâce à quoi elle est devenue effectivement une société proche de ce qu'on peut connaître. Encore que si on cherche avec effectivement les castes, etc., c'est pas tout à fait ça. Donc nulle part ailleurs, la démocratie, les droits de l'homme, les libertés publiques et les libertés individuelles ne sont nées de manière endogène que la civilisation européenne. Et c'est en cela que je considère que la civilisation européenne est à nul autre pareil, pour ne pas dire supérieure aux autres. Bien, merci beaucoup Jean Messia d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes 8e sur la liste de Marion Maréchal aux élections européennes. Voilà, donc j'appelle, juste pour un dernier mot, je me bats pour la France depuis des années. J'aimerais effectivement avoir l'honneur et la fierté que les Français m'envoient au Parlement européen, parce qu'en m'envoyant au Parlement européen, je vous ramènerai la France. Merci beaucoup Jean Messia. À très vite.